And the winner is Peter Falk, Columbo. Columbine attrapait toujours les méchants, mais Peter Falk menait ses propres combats. Pendant le tournage de son rôle emblématique, il buvait beaucoup et fumait 3 paquets par jour. Ses liaisons étaient un secret de polichinelle à Hollywood. Après 6 ans de mariage, sa première femme, n'en pouvant plus, a demandé le divorce. Le plus triste, il s'est éloigné de ses filles. Lorsque la maladie d'Alzheimer l'a emporté en 2008, sa propre fille a dû obtenir l'autorisation du tribunal pour lui rendre visite pendant 30 minutes. Mais ce n'est rien comparé à ce que nous allons révéler. À suivre. Peter Falk est né dans le Bronx en 1927. Sa famille était juive et avait des racines en Europe de l'Est, en Russie, en Hongrie et en Bohême. Son père tenait un magasin. Sa mère travaillait avec les chiffres. Les temps étaient durs, surtout après la Grande Dépression. Comme beaucoup d'autres, les Falk ont dû quitter la ville et chercher un logement plus abordable. Alors que Peter n'avait que 3 ans, son institutrice de maternelle a remarqué quelque chose d'étrange. Il inclinait la tête d'une manière étrange pour voir des choses. Ce petit détail a conduit à un diagnostic qui a changé sa vie, un cancer de l'œil. Les médecins ont réagi rapidement. En 2 jours, on lui a retiré l'œil droit. Il a porté un œil de verre jusqu'à la fin de ses jours. Cela lui donnait un look unique, qui deviendrait plus tard emblématique. Mais à l'époque, ce n'était qu'un début difficile. La plupart des enfants auraient craqué. Peter ne l'a pas fait. Il a grandi avec confiance, humour et dynamisme. À 6 ans, sa famille a déménagé à Ossining, une petite ville près de New York. La ville était connue pour une chose, la prison de Sing Sing. Le père de Peter vendait des vêtements aux détenus, et Peter l'accompagnait souvent. Il voyait les criminels de près. Il a même joué au basket contre des équipes de la prison. L'un des détenus, surnommé Piggy Sands, a laissé une impression durable. Ils étaient rapides, résistants et talentueux. Des années plus tard, lorsque Peter incarnait des détectives ou des escrocs à l'écran, tout revenait à lui. Au lycée d'Ossining, Peter se démarquait. Il fut délégué de classe pendant 3 ans, puis vice-président pendant 1 an. Il était populaire, intelligent et drôle. Son faux œil ne l'empêchait pas de faire du sport. Il jouait au baseball et au basket avec ténacité. Un jour, il fut retiré au 3e but, mais il se croyait en sécurité. Devant toute la foule, il sortit son œil de verre et le tendit à l'arbitre. « Tu feras mieux avec celui-là, » dit-il. Tout le monde a éclaté de rire. Ce moment en disait long sur lui. Il n'a pas caché ses difficultés. Il en a fait des blagues. Après le lycée, Peter voulait servir son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, mais toutes les branches de l'armée l'ont refusé à cause de sa vue. Il trouva alors une échappatoire. La marine marchande accordait moins d'importance à la vision. Il s'engagea en 1945, travailla en cuisine et servit en mer pendant 18 mois. Il plaisantait en disant que la seule personne sur un navire qui avait besoin de voir était le capitaine. Et même le capitaine du Titanic avait du mal avec ça. Son chemin après cela fut tout sauf droit. Il a essayé l'université à Hamilton, mais n'a pas tenu un mois. Trop sérieux. Pas de filles, pas assez de fun. Il est parti et, par audace, a fallu rejoindre l'armée israélienne en 1948 pendant la guerre d'indépendance. Il n'avait aucune motivation politique profonde. Il recherchait simplement le frisson. Il découvrit un groupe secret à Manhattan qui aidait les Américains à s'enrôler. Il obtint une affectation sur un navire, mais la guerre prit fin 8 jours plus tard. Aussitôt, le projet disparut. La curiosité de Falk le poussa à franchir les frontières. Après la marine marchande, il erra dans l'Europe d'après-guerre. Pendant 6 mois, il a travaillé sur les chemins de fer en Yougoslavie communiste. C'était étrange et loin de tout ce qu'il connaissait, mais c'est ce qui en valait la peine. Il ne courait pas encore après la célébrité, mais plutôt après l'expérience. Finalement, il est revenu et a retenté sa chance à l'université. Il retourna à Hamilton, étudia à l'Université du Wisconsin, puis atterrit finalement à la New School de New York. Là, à Greenwich Village, il obtint un diplôme de littérature et de sciences politiques en 1951. Cette combinaison le caractérisait parfaitement. À la fois rêveur et penseur,
Il suit une jeune fille à Paris après ses études. Voilà en quelques mots Peter Falk. Impulsif, passionné, toujours à la poursuite de quelque chose, il emprunta en 1953 une voie plus traditionnelle. Il obtint une maîtrise en administration publique à Syracuse. Il prévoyait de travailler pour le gouvernement, mais il avoua plus tard ne pas être vraiment passionné par ce domaine. Il a même tenté de rejoindre la CIA. Ils l'ont rejeté à cause d'un syndicat auquel il avait appartenu comme cuisinier. Ce syndicat avait des liens avec le communisme, même si Falk n'y était pas impliqué. Pourtant, cela a suffi à lui fermer la porte. Il a donc accepté un poste d'analyste budgétaire dans le Connecticut. Il a détesté ça. Le premier jour, il ne savait même pas où se trouvait le bureau. Mais alors qu'il travaillait sur des calculs le jour, il s'est mis à jouer la nuit. Il a rejoint une troupe de théâtre locale et est tombé amoureux du spectacle. Il n'avait aucune formation. Il n'était même pas sûr d'être bon. Mais il a eu un déclic. Il a commencé à étudier avec une professeure de théâtre légendaire nommée Ava Le Gallienne. Pour entrer dans son cours, il a menti, prétendant être acteur professionnel. Un jour, elle l'a interpellé pour son retard. Il a avoué la vérité. Ce n'était pas un pro. Elle l'a regardé et lui a dit « Eh bien, tu devrais l'être. » C'était le moment. Il a pris cette simple phrase et en a fait une nouvelle vie. Il a quitté son emploi au gouvernement et s'est installé à Greenwich Village. Et avec pour seule ressource une lettre de recommandation, Peter Falk a décidé de devenir acteur. Il avait perdu son œil droit à cause d'un cancer à l'âge de 3 ans. Beaucoup pensaient que cela l'éloignerait du grand écran. Mais Falk s'en fichait. Il jouait déjà au théâtre communautaire avec une troupe appelée les Mark Twain Maskers. Il avait joué dans des pièces sérieuses comme The Crucible et Caine Mutiny Court Martial. Ses petits pas lui ont donné le courage de se lancer à fond. Dans les années 1950, Greenwich Village était le cœur de la scène artistique. Brillant, désordonné, créatif. C'est là que Falk voulait être. Tout en travaillant à Hartford, il commença des études de théâtre. Il réussit à intégrer une classe d'élite dirigée par la légendaire actrice Ava Le Gallien à Westport. Elle n'enseignait qu'à des professionnels. Falk n'en faisait pas partie. Il avait menti pour être admis, puis parcouru 110 km chaque semaine pour y assister. Il arrivait toujours en retard. Un jour, Le Gallien lui demanda pourquoi. Il lui répondit qu'il travaillait à Hartford. Elle lui a demandé comment il gagnait sa vie en jouant là-bas. Lorsqu'il a avoué ne pas être un acteur professionnel du tout, elle l'a regardé et lui a dit « Eh bien, tu devrais l'être. » Cette seule phrase a tout changé. Avant son départ, elle le recommanda à un agent de William Morris. Falk suivit également une formation auprès de Sanford Meisner, l'un des professeurs d'art dramatique les plus réputés d'Amérique. Ses méthodes étaient axées sur l'honnêteté et la réactivité émotionnelle, des qualités qui allaient façonner ses performances pendant des années. En janvier 1956, Falk fit sa première apparition sur scène à New York. C'était dans Don Juan au 4th Street Theater. Le spectacle ne dura qu'un soir, et ce ne fut pas un début des plus prometteurs. Mais en mai, il a décroché un rôle dans Iceman Cometh at Circle in the Square. C'était une pièce sérieuse avec de grands noms comme Jason Robards. Elle a été remarquée. En novembre, Falk fit ses débuts à Broadway dans Diary of a Scoundrel. La pièce ne dura que 3 semaines, mais prouva qu'il avait sa place sur cette scène. Fin 1956, il jouait dans Saint John aux côtés de Chauvin McKenna. Celui-ci connut une belle carrière jusqu'en janvier 1957. En seulement 1 an, Falk était passé du statut d'employé du gouvernement à celui d'acteur dans de grandes productions de Broadway. Le cinéma, en revanche, était un défi plus difficile à relever. Lorsque Falk a contacté Columbia Pictures pour la première fois, le directeur du studio lui a dit « Pour le même prix, je peux avoir un acteur avec 2 yeux. » Ce genre de refus aurait anéanti la plupart des gens, mais Falk a persévéré. En 1958, il décroche un petit rôle dans Le Vent à travers les Everglades, réalisé par Nicholas Ray. Ce n'est pas un rôle important, mais cela lui permet de se retrouver sur un plateau de tournage. En 1959, il incarne un tueur beatnik dans un film policier canadien intitulé The Bloody Brood. Ce n'était pas très glamour, mais cela a enrichi son expérience. Parallèlement, il s'imposait à la télévision. À partir de 1957, il participa à de grandes émissions d'anthologie comme Studio One, Robert Montgomery Presents at Kraft Television Theater. Il a même passé un essai pour le film Marjorie Morningstar, mais n'a pas décroché le rôle. Hollywood n'était toujours pas convaincu. Puis est arrivé Murder, Inc.,
En 1960, Falk incarnait Abe Reles. Un mafieux? C'était un film à petit budget tourné en seulement 9 jours. Falk a trouvé son costume dans des friperies. Il a façonné le personnage à partir de souvenirs de type louche croisés dans une salle de billard pendant son enfance. Le résultat était électrique. Un critique du New York Times a écrit que Falk semblait inoffensif jusqu'à ce qu'il sorte un pic à glace. C'est ce retournement de situation brutale, cette froideur soudaine dans son interprétation, qui a incité les spectateurs à s'arrêter et à regarder. Malgré le budget du film et une promotion limitée, Falk a été nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur second rôle. Il affrontait des stars de grands films comme Spartacus et La Garçonnière. Il n'a pas gagné, mais sa nomination à elle seule était un signal fort. Hollywood s'intéressait enfin à lui. La même année, Falk fut également nommé aux Emmy Awards. En 1961, il devint le premier acteur à être nommé à la fois aux Oscars et aux Emmy Awards la même année. Il récidiva l'année suivante. En 1961, un événement incroyable est arrivé à Peter Falk. Il a été nommé pour sa deuxième nomination consécutive aux Oscars, dans la catégorie Meilleur second rôle pour Un monde de miracles. Un an plus tôt, il avait obtenu sa première nomination pour Murder, Inc. Rien que ça aurait été impressionnant. Mais le plus incroyable, c'est qu'il a également été nominé aux Emmy Awards la même année. Et il a réussi cet exploit 2 années de suite. Aucun acteur n'avait jamais réussi ça auparavant. Au cœur de tout cela se trouvait une production troublée. Le réalisateur Frank Capra a déclaré plus tard que le tournage du film avait été une véritable torture, mais Falk était le seul point positif. Capra a même affirmé que Falk lui avait fait oublier son sang-froid et son désir d'assassiner Glenn Ford. Il adorait tellement la performance de Falk qu'il a même un jour tourné une scène à nouveau pour la revoir. Ce même film a également lancé la carrière d'Anne Margaret. Alors qu'elle apparaissait pour la première fois à l'écran, Falk marquait l'histoire. Mais ce qui a vraiment distingué Falk, ce ne sont pas seulement les récompenses, c'est l'implication avec laquelle il s'est investi dans chaque rôle. Les réalisateurs ont dit qu'il travaillait comme un fou. En 1962, après avoir récolté 2 nominations aux Oscars et remporté un Emmy pour le Dick Powell Theatre, Falk se lance à corps perdu. Il ne se contente pas de jouer. Il incarne ses personnages. Il passe même 3 semaines avec de vrais policiers avant d'en incarner un. Il a effectué des surveillances nocturnes. Lors du tournage de La Grande Course, il a exigé une enfance complète pour un personnage qui n'avait que 14 minutes de présence à l'écran. En 1964, il a perdu 8 kilos en 2 semaines pour un rôle. Et lorsqu'il s'est blessé sur le plateau, il a refusé les analgésiques. Il disait que la vraie douleur améliorerait sa performance. Son intensité le suivait même hors caméra. Dans un projet de 1967, il est resté si longtemps dans son personnage que sa partenaire à l'écran, Julie Harris, a demandé à déjeuner ailleurs. Elle n'en pouvait plus. Tout en se plongeant dans ses personnages, Falk a mené une carrière à la télévision et au cinéma de 1961 à 1967. Il a débuté à la télévision à la fin des années 50, apparaissant dans des émissions comme Robert Montgomery Presents et Kraft Television Theater. En 1961, il a été nommé aux Emmy Awards pour La Loi et Mr. Jones a fait une apparition lors de la première de Target, The Corruptors avec Walter Matthau. Dans la 4e dimension, il a incarné un dictateur paranoïaque. Dans la série d'Alfred Hitchcock, il était un gangster effrayant et un faux pasteur. Mais il ne se contentait pas de faire des choses sombres. Dans La Grande Caravane, il incarnait un homme contraint de choisir entre sauver son frère ou un conducteur de chariot. Parallèlement, il enchaîne les rôles dans des films à succès comme Un monde fou, Fou et La Grande Course. En 1962, il réussit un exploit inédit, une nomination aux Emmy et aux Oscars la même année. Mais tout ne se passait pas comme prévu en coulisses. Falk se faisait une réputation de quelqu'un de très exigeant. Les réalisateurs disaient qu'il se disputait sur tout. Les dialogues, les angles de caméra, et même les portes. Sur un film, il leur a fait faire 37 prises d'une simple entrée parce que la porte ne s'ouvrait pas correctement. Il s'est tellement disputé avec le réalisateur Edward Dmytryk pendant Anzio qu'ils n'ont parlé que par l'intermédiaire de leurs assistants. En 1966, certains réalisateurs ajoutaient des clauses Falk à leur contrat, se préparant ainsi au chaos qu'il allait engendrer. Un producteur disait « On supporte l'enfer, car ce qui finit à l'écran, c'est le paradis. » Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains producteurs cessèrent complètement de travailler avec lui. Puis,
en 1968, tout changea. Le 20 février, Falk enfila un imperméable froissé et devint le lieutenant Columbo. Au départ, il n'était même pas censé obtenir le rôle. Les scénaristes voulaient Bing Crosby, mais Crosby a refusé. Il ne voulait pas s'éloigner du golf. Avant Falk, Columbo avait déjà été interprété par deux autres acteurs. D'abord au théâtre en 1962, puis à la télévision en 1960. Mais lorsque le réalisateur Richard Irving a suggéré Falk, les scénaristes ont hésité. Il était trop jeune, pensait-il, mais Falk leur a dit qu'il tuerait pour incarner ce policier. Cette passion l'a conduit à incarner Columbo pendant 35 ans. Le look du personnage venait tout droit de Falk. Ce vieil imperméable était à lui. Il le portait tellement qu'il a dû être remplacé au bout de 25 ans, car il tombait en ruine. Falk voulait que Columbo ressemble à quelqu'un qu'on ignorerait dans la rue. Dans un épisode, il a été pris pour un sans-abri. Ça a parfaitement fonctionné. Les suspects l'ont toujours sous-estimé. C'était le piège. Ils voyaient un type débraillé et maladroit. Mais derrière sa coupe de cheveux ratée et ses cigares bon marché se cachait un esprit affûté. Même son chien n'avait pas de nom, juste chien. Et puis est venu le slogan « Juste une chose de plus ». Ce n'était pas prévu. Les scénaristes l'ont ajouté comme solution de fortune lors de la réécriture d'une scène. Ils ne voulaient pas retaper toute la page. Ils ont donc demandé à Columbo de se retourner et de poser une dernière question. Ça a collé. Falk l'a transformé en arme, juste au moment où les suspects se croyaient en sécurité. Boum! Encore une chose. C'est devenu si emblématique que Falk l'a plus tard utilisé comme titre de ses mémoires. Mais Columbo n'était pas seulement célèbre pour son slogan. Cette série a tout changé grâce à son format unique. La plupart des séries policières étaient des séries policières. On ne savait pas qui était le tueur. Mais avec Columbo, le public voyait le meurtre dès le début. Le suspense venait du fait que Columbo le découvrait. Il ne s'agissait pas de savoir qui l'avait commis. Il s'agissait de savoir comment il allait les attraper. Ce format, appelé How Catch 'em, permettait aux spectateurs de se concentrer sur les détails astucieux. De petites choses comme un lacet, la climatisation d'une voiture ou un reste de caviar. C'était plus comme assister à une partie d'échecs qu'à une course-poursuite. On connaissait l'issue, mais le frisson était de la voir se dérouler. Peter Falk n'a pas seulement joué un détective. Il est devenu une légende. Son rôle de Columbo a fait de lui l'un des acteurs les plus célèbres de l'histoire de la télévision. Il a remporté 4 Primetime Emmy Awards. En 1972, 1975, 1976 et encore en 1990. En 1973, il remporte également un Golden Globe. Mais le plus surprenant, il est le premier acteur à être nommé à la fois aux Emmy et aux Oscars la même année. Et il a réussi ce rare doublé à 2 reprises, une fois en 1961, puis en 1962. En 1976, il gagnait 250 $0 par épisode de Columbo. Cela représente plus de 1,3 million de dollars par épisode en monnaie actuelle. C'était le salaire le plus élevé de la télévision à l'époque. Pourquoi? Parce que NBC ne pouvait pas se permettre de le perdre. Columbo atteignait des sommets d'audience Nielsen dans les 30%. Les annonceurs payaient le prix fort. Tout le monde voulait être à l'antenne pendant Columbo. Même des décennies plus tard, l'amour ne s'est pas éteint. En 1996, TV Guide classait Falk 21 et parmi les 50 plus grandes stars de télévision de tous les temps. Et 2 ans plus tard, Columbo était nommé 7e plus grand personnage de télévision de tous les temps. Un épisode en particulier de 1971, Meurtre selon le livre, a été réalisé par le jeune Steven Spielberg. Il s'est hissé à la 16 et place de leur liste des 100 meilleurs épisodes jamais réalisés. Columbo s'est également distingué par ses méchants. Pas seulement des acteurs au hasard, mais de grandes stars. C'était un honneur d'incarner un tueur dans la série. Seuls 5 acteurs ont joué plus d'un meurtrier. Patrick McGoohan l'a fait 4 fois. Robert Culpin a fait 3. Viennent ensuite Jack Cassidy, George Hamilton et William Shatner. McGoohan incarnait des tueurs nommés Nelson, Oscar, le colonel Rumford et Eric. 4 hommes totalement différents. Dans un épisode, Culp incarnait un meurtrier qui utilisait des images subliminales pour piéger quelqu'un et le tuer. C'était en double exposition en 1973. La série mettait souvent en scène des stars célèbres et riches dans le rôle de meurtrier et les mettait en concurrence avec Columbo, débraillé et en trench coat. L'intelligence primait toujours sur le statut.
un pauvre contre une élite puissante. Ce duel a fait de Columbo plus qu'une simple série policière. Il en a fait un commentaire sur les classes sociales. En coulisses, la situation était tendue. Falk était en conflit avec NBC. Les producteurs voulaient que Columbo ne soit pas à l'écran pendant les 20 premières minutes d'un épisode. NBC a détesté cette idée. Ils ont également détesté l'idée de l'épouse invisible dont Columbo parlait toujours. Falk et de l'équipe créative ont menacé de démissionner. La tension ne s'arrêta pas là. En 1973, Falk était tellement paranoïaque à l'idée de perdre le contrôle de l'émission qu'il exigea un membre de l'équipe capable de protéger ses intérêts. Les scénaristes devaient garder les scripts sous clé. D'une manière ou d'une autre, Falk recevait encore des premières versions. Lorsque les producteurs le pressaient trop, il se lançait dans des discours intenses, si virulents qu'ils ressemblaient à des scènes de films de gangsters. Et ça a marché. Les dirigeants ont reculé. Il a même arrêté la production en faisant semblant d'être malade alors qu'on ne le laissait pas diriger. Finalement, ils ont cédé. Il a réalisé Blueprint for Murder en 1971. Mais tout ce pouvoir avait un prix. En 1978, NBC en avait assez. Falk voulait plus d'argent. Les budgets explosaient. Le spectacle fut annulé. Même loin de Columbo, Falk repoussait les limites. En 1967, il rencontra le réalisateur indépendant John Cassavetes à la Paramount Cafeteria. Cassavetes a eu l'idée de 3 amis déchaînés après la mort de leur ami. Cela a donné naissance à Husbands en 1970, mais le financement a été interrompu. Les acteurs, dont Falk, ont déboursé près d'$1 million au total pour le terminer. Falk n'était pas habitué au style décontracté de Cassavetes. Il a un jour admis, je ne sais pas de quoi il parle. Mais ils ont trouvé la solution. Plus tard, Falk a joué dans Une femme sous influence en 1974. Il y incarnait un mari issu de la classe ouvrière aux prises avec la maladie mentale de sa femme. Ce film a été nominé 2 fois aux Oscars. Même l'écrivaine féministe Betty Friedan a salué Husbands. Dans un article du New York Times de 1971, elle a déclaré que le film montrait comment les hommes étaient eux aussi pris au piège. Seul, perdu et en quête de liens profonds, Falk a également remporté un grand succès comique. En 1979, La Belle Famille sort au cinéma. Avec un budget de $9 millions, le film a rapporté $38,2 millions. Il y incarnait Vince Ricardo, un étrange agent de la CIA entraînant son futur beau-frère, un dentiste nerveux interprété par Alan Arkin. Dans Le Chaos, une scène où Falk hurle « serpentine » tandis qu'Arkin esquive des balles imaginaires est encore citée aujourd'hui. Les critiques ont adoré leur collaboration. Certains ont dit qu'ils étaient comme une nouvelle version des producteurs. Le film est devenu si emblématique que la CIA l'a même montré aux nouvelles recrues de son camp d'entraînement. Lorsqu'un remake est sorti en 2003, il n'a pas fait le poids. L'original est resté un classique. Puis est venu l'un de ses rôles les plus tendres. Dans Princess Bride 1987, Falk incarne le grand-père racontant un conte de fées à son petit-fils malade. Le film a rapporté $30,9 millions. Un chiffre modeste à l'époque, mais il est devenu un classique culte. La voix de Falk ajoutait une touche de sagesse et de chaleur. Il prononçait des répliques comme « comme tu veux », avec un juste équilibre entre amour et humour. Ces scènes donnaient au film toute son âme. Même Roger Ebert a souligné que la voix de Falk avait un charme brut, pas trop doux, juste assez tranchant pour maintenir l'intérêt. Le film a ensuite été sélectionné pour être conservé au Registre national des films des États-Unis. À ce stade, Falk avait tout fait, le drame, la comédie et même la réalisation. Il a réalisé d'autres épisodes de Columbo et certains initiés ont affirmé qu'il en avait aussi secrètement réalisé d'autres. Il s'est fait connaître en réalisant des dizaines de prises pour réussir une réplique. Au fil des ans, son salaire n'a cessé d'augmenter. À son retour à Columbo en 1989, il gagnait 6 cents $0 par épisode. Il avait même prévu un dernier film, intitulé La dernière affaire Columbo. La projection débuterait lors de la fête de départ à la retraite du détective, mais la chaîne n'était pas intéressée, et la santé de Falk déclinait. Pourtant, cette part d'insatisfaction et de curiosité en lui subsistait. Ce même côté qui faisait pencher la tête, plisser les yeux et dire à Columbo, encore une chose. C'est ce côté de Peter Falk qui ne cessait jamais de travailler, qui n'abandonnait jamais et qui ne lâchait jamais l'histoire. Peter Falk avait l'air d'un homme qui avait tout pour lui. Célébrité, argent, récompense et un rôle.
Le lieutenant Colombo a fait de lui une figure emblématique. Mais derrière ce charmant détective débraillé se cachait une vie pleine de souffrances, de trahison et de conflits. Tout a commencé en 1960, lorsqu'il a finalement épousé Alice Mayo, une femme qu'il avait courtisée pendant 12 ans. Ils se sont rencontrés à l'université de Syracuse, sont tombés amoureux et ont adopté 2 filles, Catherine et Jackie. La même année, Falk a été nommé aux Oscars. De l'extérieur, tout semblait parfait, mais les fissures commençaient déjà à se former. Alors que le monde le voyait comme un détective loyal et bienveillant à l'écran, Falk menait une vie bien différente hors caméra. Il avait la réputation de courir après les femmes sur presque tous les plateaux de tournage. Les membres de l'équipage pariaient discrètement avec qui il flirterait ensuite. Sa liaison avec Shara Denise, de 22 ans sa cadette, débuta alors qu'il était encore marié à Alice. Elle n'était pas la seule. Falk était connu pour fréquenter plusieurs femmes, parfois dans des villes différentes. Les initiés d'Hollywood n'en furent pas surpris. Son infidélité devint un secret de polichinelle. Mais ses problèmes ne s'arrêtaient pas là. Falk était un gros buveur et un fumeur invétéré. 3 paquets par jour, de la vodka au déjeuner, des disputes sur le plateau. Il arrêtait de filmer toutes les heures juste pour allumer une cigarette. Les réalisateurs détestaient travailler avec lui. Il exigeait des réécritures, se disputait les angles de caméra et rendait chaque production plus lente et plus coûteuse. Les studios adoraient son talent, mais détestaient le chaos qui l'accompagnait. En 1976, certains avaient même peur de l'embaucher. Chez eux, la situation était pire. Alice a essayé de préserver leur mariage pendant 6 ans. Elle s'est concentrée sur l'éducation de leur fille et a gardé le silence sur les liaisons de son mari. Mais fin 1975, elle en a eu assez. Falk avait commencé à fréquenter ouvertement Shara Denise, et Alice n'en pouvait plus. Elle demanda le divorce en 1976. Pas de drame, juste un adieu discret. Elle a obtenu la maison et le soutien, mais n'a jamais critiqué son mari publiquement. Pour le bien de leur fille, elle est restée polie. Pendant ce temps, Falk gagnait 250 $ par épisode de Colombo. Mais à mesure que son étoile montait, il s'éloignait de plus en plus de ses filles. Entre 1971 et 1976, il était absent pendant des semaines. Catherine, sa fille aînée, le poursuivit plus tard en justice après qu'il eut cessé de financer ses études à Syracuse. Bien qu'il ait accumulé plus de 5 millions de dollars en 1975, il s'est battu contre elle devant les tribunaux. Leur relation s'est effondrée. Et lorsqu'il a épousé Shara en décembre 1977, à peine un an après son divorce, la situation n'a fait qu'empirer. Shara avait remporté le titre de Miss Monde Pennsylvanie en 1970. Elle était belle, ambitieuse et déterminée. Leur mariage dura 33 ans, plus longtemps que prévu. Mais cette période fut marquée par des disputes, des séparations et des tensions. Et à mesure que Falk grandissait, les choses prirent une tournure plus sombre. En 2006, Falk publia ses mémoires, Just One More Thing. C'était drôle, honnête et désordonné, tout à son image. Il ne suivait pas de chronologie. Il racontait simplement des histoires. Un cancer infantile qui lui a arraché un œil. 12 ans de lutte pour devenir acteur. Des amitiés avec des légendes comme John Cassavetes. C'était Falk, selon ses propres mots. Mais peu après, tout a changé. Une opération dentaire en 2007 a semblé déclencher un déclin rapide. En 2008, on lui a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Puis est venue la bataille juridique. En 2009, sa fille Catherine a déposé une demande de tutelle. Elle a affirmé que Shara la tenait éloignée de son père. Shara a affirmé que Catherine ne cherchait qu'à gagner de l'argent. Au tribunal, les 2 parties se sont mutuellement accusées. Catherine affirmait avoir reçu des centaines de cartes postales de son père. Maintenant, disait-elle, Shara lui claquait la porte au nez. Les avocats de Shara ont riposté avec le journal de Falk, affirmant qu'il était séparé de Catherine depuis des années. Le juge a tenté de trouver un terrain d'entente. Shara a pris le contrôle, mais n'a autorisé Catherine à lui rendre visite que 30 minutes tous les 2 mois. À ce moment-là, Falk était tellement dérangé qu'il ne la reconnaissait même plus. C'était déchirant. L'homme qui jouait un détective était apprécié pour son empathie. Il ne se souvenait même pas de sa propre fille. Et puis vint le coup de grâce. Le 23 juin 2011, Peter Falk s'éteignait à l'âge de 83 ans. Une pneumonie et la maladie d'Alzheimer mettaient fin à une vie qui avait autrefois été si radieuse. Mais Catherine n'a reçu aucun appel, aucun message familial, aucun au revoir privé.
Elle l'a appris aux informations. Comme tout le monde était en deuil. Steven Spielberg l'a salué. Rob Reiner le considérait comme l'un des meilleurs acteurs comiques de tous les temps. Mais derrière ces hommages se cachait un silence plus douloureux que les mots ne le pourraient. Ces fils furent une fois de plus laissés de côté.